Et les Asperger parlent trop bien, et ils n'ont pas de capacité spéciale visuelle, mais ils sont aussi beaucoup moins nombreux, les vrais Asperger. Alors, ce qu'on sait donc maintenant, c'est que l'hyperlexie, elle est générale, même ceux chez qui elle n'est pas spectaculaire. Vous avez une période entre 2 et 5 ans où les autistes sont considérablement meilleurs en lecture ou reconnaissance des caractères imprimés qu'en compréhension. Mais on sait aussi maintenant que ça va rejoindre une voie productive de lecture. Avant, on pensait que l'hyperlexie, c'était une voie borgne, qu'on entrait là-dedans et puis on restait là-dedans. Donc c'était un comportement répétitif dont il fallait empêcher les enfants d'y avoir accès. Et là, les pires excès des traitements comportementaux ont été ceux où on faisait des conditionnements aversifs pour empêcher les enfants d'accéder à ça, avec l'idée que si on écrasait ça, et bien automatiquement le social allait apparaître sur un petit nuage blanc. Évidemment, ce n'est pas ça ce qu'il a. Bon. On a fait récemment une étude, là ça ne va pas encore publié, ça, sur les prévalences des talents et forces chez les autistes, pour vous montrer à quel point ce n'est pas l'exception, mais c'est la règle. Alors, cette étude, on l'a fait de la façon suivante. On a couplé, on a pris les outils diagnostiques et on a pris le témoignage parental, mais reconnu de façon standardisée. Quels sont les enfants qui ont des forces spéciales plus élevées que le reste de leur fonctionnement dans tel ou tel domaine, sur à peu près 250 personnes. Et puis on a pris une cinquantaine de ces personnes et on a testé, effectivement, avec des façons empiriques, un pic d'habileté perceptif en audition et un pic d'habileté perceptif en vision. Alors, peu importe ces détails-là, on a utilisé deux tâches. En vision, on a utilisé le bloc à dessin, parce que c'est une tâche qui est finalement la meilleure pour montrer les forces visuo-perceptives chez les autistes. Et en audition, on vous a parlé tout à l'heure de l'intérêt pour la musique. Ça peut paraître très soft, mais la musique, c'est extrêmement important pour les autistes entre 2 et 4 ans, parce que c'est probablement, à part l'iPad, mettons, la forme la plus complexe qui peut être proposée par l'environnement sans langage. Il n'y a pas grand-chose d'autre que la musique qui permet de faire des opérations complexes, de réversion, d'appariement, c'est compliqué la musique. Bon. Et reconnaître de la musique, la pratiquer et la transposer, par exemple, sur un clavier, c'est une musculation de l'intelligence, mais surtout, il n'y a pas besoin de langage oral pour le faire. Vous avez eu un magnifique papier dans Brain, qui est une revue à peu près au top au niveau scientifique, qui a montré la supériorité actuellement de la musique sur le langage oral au point de vue de l'activation des aires cérébrales perceptives complexes. Hein? Et donc, les forces musicales, en fait, elles ont une origine perceptive de bas niveau, c'est le surtraitement de la hauteur sonore, la capacité spéciale la plus répliquée dans le monde entier. Je vous disais qu'il fallait beaucoup de savants pour trouver la même chose, là vous avez à peu près 14 papiers maintenant qui le disent, c'est que les autistes sont plus à même que les non-autistes de différencier deux hauteurs sonores. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont tous l'oreille absolue, mais ils ont une discrimination auditive qui est meilleure que celle des typiques. Attention, il n'y a pas l'équivalent visuel. Hein. Pour ceux qui auraient cru à l'histoire de Eagle Eye Visual Acuity, comme quoi ils verraient des choses qu'on ne voit pas, c'est complètement bidon, c'était une erreur méthodologique, ça a été reconnu après. Ce qu'on va trouver, c'est que là vous avez les domaines, visuospatial, lecture, dessin, musique, etc. Vous en avez 60% qui en ont au moins une, plus de 50% en mémoire, puis là, peu importe les chiffres, dans les autres domaines. Maintenant, quand vous testez 50, mettons à peu près le quart de ces sujets-là au niveau empirique, donc parce que le recueil de la formation parentale, ça comme limite en précision, eh bien, là vous avez les neurotypiques, là vous avez les autistes, eh bien, vous en avez à peu près les mêmes chiffres. Vous avez à peu près 60% qui ont au moins une habileté mesurable en situation de laboratoire, qui peut être ou bien visuel ou bien auditif. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, parce que c'est extrêmement important pour l'idée qu'on se fait à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on doit éduquer, qu'est-ce qu'on doit favoriser pour un enfant autiste, c'est quelle est la relation entre ces différentes capacités. Pourquoi c'est important? Mettons que vous avez quelqu'un de très intelligent,
On va prendre un neurotypique. Il est bon partout. Hein. Dans les collèges, les enfants dans les collèges, vous avez toujours des espèces de gars qui font le désespoir des autres parents, où il est bon en maths, il est bon en musique, il est bon en sport, et puis bon, il faut se résigner qu'il y ait des gens comme ça. Hein. Alors, ça devient trivial. Vous avez quelqu'un qui est bon dans quelque chose, bon dans autre chose. Ça explique juste qu'il y a des gens plus intelligents que d'autres. Ça ne marche pas tout à fait comme ça dans l'autisme. Parce que si c'était le cas, vous pourriez avoir des gens qui vont être bons en auditif, bons en visuel. Et comme l'a dit M. Shor tout à l'heure, c'est pas comme ça que ça marche. Il l'a dit, il faut faire très très attention à ce qu'il disait, pour ça c'était vraiment très pointu. Il a dit que souvent il y avait une capacité dans un domaine qui éventuellement excluait des autres domaines. Donc vous aviez un seul domaine perceptif qui montait en graines, mais ça ne se traduisait pas forcément par des capacités dans les autres. Et c'est là que l'intelligence autistique est un petit peu différente de la nôtre, ou alors elle ne l'est pas tant que ça si on considère que dans l'intelligence autistique, vous avez une partie de quelque chose qui a son équivalent chez le neurotypique qui s'appelle l'expertise, hein, et qui est très, je pense, mis en valeur dans la présentation de cet après-midi, parce que cette expertise-là, c'est avec ça que les autistes, ils ont des métiers. Hein. Donc il y a l'intelligence, mais il y a l'expertise. Et l'expertise, elle existe chez les neurotypiques aussi. Si vous passez, si un fanatique de vieilles voitures, il va vous reconnaître une Chevrolet 54 juste à un feu rouge, ça s'apprend aussi. Mais les autistes sont comme naturellement des experts. Et à quoi on va reconnaître un expert? Ben, c'est qu'il est très très bon dans quelque chose, mais que ça ne se transfère pas automatiquement dans d'autres domaines. Et ça, on l'a trouvé, notre étude le met vraiment en valeur. Je vous résume les résultats. Quand vous aviez une force dans une modalité, vous aviez un tout petit overlap avec avoir une force dans une autre modalité. Donc quelqu'un qui avait une force en musique, ça ressemblait plus à une giftedness pour les non-autistes. Ça ne se transférait pas. Donc on n'avait pas tellement de ces gens genre maths-musique, comme on a chez les neurotypiques. On avait quelqu'un qui allait être exclusivement bon en maths ou en musique, mais pas les deux. Et on allait avoir quelqu'un qui allait avoir une excellente mémoire, qui est même domaine spécifique, pour tel domaine lié aux intérêts particuliers. C'est tout simplement que la capacité spéciale, c'est l'autre côté des intérêts particuliers. Quand vous passez énormément de temps sur quelque chose, eh bien, vous devenez bon là-dedans et vous passez moins de temps à autre chose. Ça a longtemps été considéré comme une sorte de défaut de l'autisme. On a tellement épilogué là-dessus, manque de généralisation, capacité inutile, ça a été dit ad nauseam. En fait, il faut prendre ça comme un fait. C'est comme ça que, M. Shor aussi a été extraordinaire tout à l'heure là-dessus, et c'est comme ça. Il faut arrêter d'essayer de dire c'est pas bien, etc. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche, l'autisme. Alors on peut décider de le casser, de le mettre autrement, mais c'est tellement plus intelligent de faire comme les gens de spécialistes ont décidé de faire, c'est-à-dire de dire l'autisme c'est comme ça, on part de ça, et puis on va faire avec ça. Hein. D'abord parce que éthiquement, pourquoi le changer? C'est quoi l'idée de le changer? Mais surtout parce que c'est plus fort que tout le monde actuellement, c'est ça qui est la réalité. Alors, différence entre l'inné et l'acquis là-dedans, ce qui est inné, c'est que les autistes, ils ont une perception qui est plus forte, et puis ce qui est acquis, c'est là où cette perception va tomber, et puis elle va tomber sur n'importe quel domaine de la réalité, éventuellement s'il y a une douance associée dans tel ou tel domaine. Mettons, si vous avez une famille de musiciens, il y a plus de chances que la perception auditive soit favorisée, souvent c'est comme ça que ça marche. Et puis, vous allez avoir un intérêt particulier pour la musique, et puis à partir de là, ça spin, vous avez une expertise qui se construit, et très rapidement, vous avez, ça creuse la différence avec les autres domaines. Et encore une fois, ça c'est un fait, c'est une caractéristique de l'autisme. Ça signifie donc que dans les intérêts particuliers autistiques, vous avez un rôle extrêmement important de l'expérience et de l'expertise. Mais que quand vous accueillez, par exemple, on accueille un autiste adulte, et puis qu'on dit qu'est-ce qu'on va lui faire comme travail, toute cette espèce de mouvement qu'il y a eu, on va lui faire acquérir des habiletés sociales, on va lui apprendre tout ce qu'il ne sait pas. C'est sûr qu'on peut essayer de faire ça, puis il y a des choses comme ça à faire. Mais on peut en faire, mettons, 10% de ça. Mais le plus important, c'est de tabler sur le domaine qui est bon,
d'accepter l'altérité pour ce qu'elle est, d'avoir juste ce qu'il y a comme, disons, modifier juste ce qui peut être invivable pour la personne, pour les personnes d'à côté, mais le focus, c'est sur le positif, et plus sur ce que la personne sait faire. Parce que les émotions positives sont associées à ça. Jamais oublier qu'une personne autiste qui ne fait pas quelque chose, ce qu'elle ne fait pas, ou ça lui est désagréable, ou ça l'ennuie. Et donc, c'est un peu investir à perte que de vouloir absolument forcer quelqu'un à faire quelque chose pour lequel il n'a pas d'intérêt. Alors, j'en viens maintenant sur les différences inter-sous-groupes dans l'autisme. Je vous disais tout à l'heure que vous avez, ce que disait le DSM-4, vous aviez l'Asperger et que vous aviez l'autisme. Qu'on les rentre maintenant dans une même catégorie, bon, c'est une bouteillante, on parle de ça, c'est sûr qu'on perd une certaine information en les rentrant dans la même catégorie. Génétiquement, c'est probablement pareil, mais justement, l'expertise n'est pas la même. Parce qu'une personne Asperger, c'est quelqu'un qui va tomber sur le langage très très tôt, à 16 mois peut-être. Donc, tout son développement va être fait, va être filtré par le langage. Une personne Asperger, c'est une personne hyper-verbale. Tous ses intérêts sont verbaux. Une personne autiste peut, dans certains cas, ne pas avoir de langage, mais elle aura une écholalie, elle aura un rapport au langage très très différent quand même entre 2 et 4 ans. Donc, nous, dans nos bases de données, on peut vraiment séparer des Asperger typiques, des autistes typiques avec retard de langage, il y en a qu'à peu près 10% qui tombent entre les deux. Donc, ça a quand même un sens de séparer entre les deux. La preuve, elle est là. C'est que quand vous faites passer le même test d'intelligence que je vous ai montré tout à l'heure aux autistes, ici en bleu, là c'est disposé différemment, vous voyez que le bloc à dessin est énormément plus haut que la compréhension de situations sociales exprimées verbalement. Là on est dans l'intelligence lente, là on est dans l'intelligence supérieure. Eh bien dans un groupe d'Asperger ici en rouge, vous avez deux sous-tests, vocabulaire et similitude, qui sont, vous voyez la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, quand on a eu le langage tôt, comme un Asperger, l'expertise en langage, quand vous prenez la personne à 5 ans, 10 ans, est totalement différente. Et il faut vraiment souligner ça parce que toutes les personnes TSA n'ont pas les habiletés visuospatiales. Les habiletés visuospatiales, elles coïncident avec le retard de langage. Et le retard de langage lui-même doit être compris non pas comme retard de langage, mais retard de parole. Puisque pendant que l'enfant ne parle pas, il a peut-être une conscience de la lecture qui va se révéler par la lecture qui apparaît comme ça à 4 ans ou à 3 ans, on peut comprendre pourquoi. Combien de temps reste-t-il? 10 minutes? Combien? 10 à 10 15. minutes. Alors, on va parler un petit peu de l'intelligence maintenant. Vous avez vu là, les nouveaux chiffres du CDC. Ça aussi, c'est des gens qui étaient dedans le savaient depuis longtemps. On en est maintenant à penser qu'il y a juste 30% peut-être avec déficience intellectuelle. Donc ça, c'était le vieux chiffre de la CDC. Hein, c'est juste les barres en noir qui sont en dessous de QI, en dessous de 70. Là, c'est jusqu'à 85, là, c'est l'intelligence supérieure. Ce que vous devez retenir beaucoup plus que le chiffre absolu qui n'a pas d'importance, et ce que je trouve fascinant, c'est juste la différence entre les états. À moins d'être quand même extrêmement biologisant, j'ai du mal à croire qu'en Utah, on soit à ce point-là plus intelligent qu'ailleurs. C'est biologiquement peu probable. En plus, il y a des flux migratoires. Ça montre que la façon dont c'est mesuré entre pour une énorme mesure dans l'importance de la déficience. Et vous allez voir un peu pourquoi tout à l'heure. Quand vous faites passer à des autistes ça, qui s'appelle un matrice de Raven, qui est le test universellement utilisé pour détecter l'intelligence indépendamment de la culture. En France, c'était utilisé pour essayer d'avoir des militaires intelligents et peu cultivés. Je vous laisse deviner pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de gens intelligents et peu cultivés. Mais en tout cas, ils prenaient ça, donc des gens qui n'avaient pas été à l'école, mais qui étaient intelligents quand même. C'est aussi grâce à ça qu'on a montré que les gens, que des sociétés dites primitives n'étaient pas moins intelligentes que les sociétés occidentalisées. Hein? Eh bien, quand on fait passer ça à des autistes, et qu'on leur fait passer le Wechsler, mettons, dans ce groupe-là, 60e percentile pour le Raven, 20e percentile pour le test à base de langage. Et ça, c'est de la vraie intelligence. Il ne
faut pas dire que c'est perceptif, c'est du problem solving, c'est de la logique non verbale. C'est pas juste dire que deux choses sont pareilles ou pas pareilles. C'est très 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 compliqué le Raven. Faites juste le Raven avancé pour voir, vous allez vous retrouver très modeste à la fin. Et bien, chez un neurotypique, dans ce groupe-là, le groupe était plus intelligent dans l'ensemble, mais c'est pas ça le point. Vous avez exactement les mêmes valeurs entre les deux tests, c'est normal qu'ils soient étalonnés pour ça. Donc, si vous voulez mesurer l'intelligence d'une personne autiste, il faut aller chercher une intelligence de logique non verbale, même, et ça c'est très important, tous ces gens-là étaient des autistes verbaux adultes. Donc, même quand la personne autiste est verbale, elle a vis-à-vis du langage oral toujours des problèmes. Elle trouve ça fatigant, elle trouve ça compliqué. Elle peut le manier, elle peut éventuellement être très précise avec ça. Ça peut juste lui être désagréable, mais elle est bien meilleure en logique non verbale. Bon, un exemple extrême, c'est le plus extrême qu'on a vu. Un jeune homme de 15 ans, planché dans les tâches verbales, sauf le bloc à dessin, intelligence très très supérieure, 97e percentile. Ça, c'est la fausse déficience dans ce qu'elle a de plus tragique. Donc quelqu'un, on l'a découvert à 15-16 ans. Ça n'avait jamais été utilisé, on l'a découvert parce que son papa nous avait dit qu'il lui faisait faire des opérations. Alors que, incidemment, le neuropsychologue a dit, on va le tester pour voir, et puis on a découvert ça. Donc, peut-être que ce jeune homme-là, ça aurait pu être comme le fils de madame. Au sens où c'était une intelligence exceptionnelle, mais quand on le découvre à 15 ans, qu'est-ce que l'intelligence était en friche, il a juste fait des opérations avant 15 ans. Et il ressemblait vraiment à un autiste, je peux vous dire. Un autiste non cultivé. D'autres points dans cet autisme moderne que je voudrais souligner et qui me semblent peut-être des choses les plus importantes, et ça c'est des choses, là je pense que la propriété intellectuelle de ça est un peu Michel Dawson, c'est elle qui nous a mis le nez là-dessus, c'est que, vous savez, dans le DSM, on vous parle de sévérité. En général, quand les parents ont un diagnostic, ils disent, est-ce que mon fils, est-ce que c'est un autisme sévère ? Ou est-ce que c'est un autisme pas sévère? Avec l'idée que pas sévère, c'est les Asperger, et puis un autisme sévère, c'est ceux qui n'ont pas de langage oral. Eh bien, là aussi, ça va vous être expliqué cet après-midi, où c'était très bien exemplifié par M. Shore, qui était un autiste non-verbal à 3 ans, hein, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre le phénotype jusqu'à 4 ans et le niveau d'intelligence, et le niveau qui sera atteint à l'âge adulte. Donc quand vous regardez les corrélations entre l'intelligence, et qu'elle soit exprimée par le Raven ou par le Wechsler, et puis le score ADI, qui est jusqu'à quel point la personne est autiste. Quand vous allez vers 30, si vous êtes un score de 30, c'est un sur-autiste. C'est quelqu'un qui a tous les signes cotés au maximum. Vous n'avez aucune corrélation entre l'intelligence et le niveau d'autisme. Donc il faut définitivement sauter la notion d'autisme sévère. Et ça, le DSM-5 se fourvoie, je ne vous dis pas jusqu'où, sur ce point-là. Il faut parler d'autisme prototypique. Je vais échanger un changement terminologique avec M. Shore, de même façon qu'il faut remplacer déficit par challenge, il faut remplacer sévérité par prototypicalité. Je suis français, j'aime bien les mots compliqués, mais c'est prototypicalité, ça veut dire que c'est un autisme sur lequel, plus vous êtes prototypique, plus vous avez de chances que tout le monde sur la Terre va dire que c'est un autiste. Donc quand vous avez un tableau autistique très très marqué, ça ne veut pas dire que vous êtes plus déficient pour autant. Et on a exactement le même résultat, non pas avec la prototypicalité, mais avec l'âge de début du langage. Si vous essayez de voir, est-ce qu'un autiste qui va commencer à parler vers 2 ans et demi, avec son retard de langage, va commencer à parler, mettons, vers 30 mois, versus un autiste qui va parler à 40 mois, à l'âge adulte, aucune espèce de corrélation entre ça et l'intelligence. Hein? C'est vraiment majeur parce que, bon, ça arrive moins maintenant avec les gens, je vois vos âges là, mais les gens dont l'enfant a été diagnostiqué dans les années 90-2000, le nombre de ces parents-là qui ont entendu votre enfant ne parlera jamais, ou s'il ne parle pas à tel âge, ça veut dire qu'il ne parlera jamais, on sait que ces choses-là sont fausses. Peut-être cliniquement, c'est la chose la plus importante parce que nous, on le vit, on va pas 5 fois par semaine, à chaque fois, j'en vois un par jour actuellement, à chaque fois qu'on annonce un diagnostic aux parents, on leur explique qu'entre 2 et 4 ans, il faut qu'ils acceptent une incertitude. On ne peut pas leur dire quel sera le niveau de leur enfant.
Il y en a 10% actuellement, 10% qui n'utilisent presque pas le langage oral, mais même ces gens-là, un, ne sont pas forcément plus malheureux que les autres, deux, peuvent avoir le langage écrit. Et puis ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre, eh ben c'est là qu'on tombe peut-être dans l'autisme secondaire. Voyez. Donc quand vous avez une vraie déficience intellectuelle, à ce moment-là, toutes ces choses-là ne sont peut-être plus vraies. D'où le caveat que j'ai fait au début. Hein? Parce que dans l'autisme dit primaire, vous avez quelque chose qui se passe d'origine génétique dans la construction du tissu cérébral qui agit surtout sur la perception au début, mais ça va faire que la capacité d'apprendre des formes, d'apprendre de nouvelles informations est plutôt surfonctionnante dans le domaine perceptif. Mais quand vous avez une déficience intellectuelle, c'est pas ça qui se passe. Vous avez vraiment, là, on pourrait dire, j'ai envie de dire, une vraie maladie. On ne peut plus parler de handicap à ce moment-là, ou enfin, en tout cas, c'est pas de même nature. Alors, ça ne veut pas dire qu'un autisme sur X fragile n'est pas un vrai autiste par ailleurs, mais c'est un vrai autiste qui a un plafond dans la complexité des choses qu'il va pouvoir faire. Il pourra avoir quand même le profil. Il y aura des choses qu'il ne pourra pas, comme un déficient intellectuel non autiste, qu'il ne pourra pas faire pour des raisons de complexité. Bon, je voulais peut-être juste vous montrer, je vous disais qu'on raisonne maintenant par méta-analyse, ça c'est des choses qui viennent de chez nous. Au niveau maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour expliquer ça? Quand vous prenez toute la littérature en résonance magnétique fonctionnelle, où on va montrer des choses au niveau visuel chez les autistes, il y a des façons maintenant de moyenner ça, pour voir, dans toutes ces études mélangées, quelles sont les zones du cerveau qui sont plus actives chez eux que chez des non-autistes. Selon le domaine, les visages en rouge, les objets en vert, les mots en bleu. Tous ces petites taches-là que vous avez, c'est des surfonctionnements dans des zones d'expertise visuelle. Et ça, c'est vraiment capital pour notre compréhension de l'autisme. Ça signifie que l'autisme se caractérise par une surutilisation des zones d'expertise, mais que cette surutilisation, elle est domaine spécifique. Donc, elle est associée à l'idée que je vous disais tout à l'heure, que pour chaque autiste, elle va être particulière. Et non seulement elle va être particulière pour chaque personne, mais elle va être particulière pour chaque domaine. Sauf que tout ça, ça se trouve dans cette zone-là, c'est un cerveau vu de dessous, qui est la zone d'expertise. Et quand vous faites passer, c'est le travail d'Isabelle Soubière, un chercheur en intelligence chez nous, quand vous faites passer le test de Raven à des autistes versus des contrôles, ce que vous avez en rouge là, c'est les zones qui sont suractivées, c'est la même zone que tout à l'heure. Et le message de ce papier-là, qui est assez compliqué, merci par ailleurs, c'est qu'ils vont utiliser leur perception davantage dans l'intelligence. Donc ce n'est pas juste la perception qui marche mieux, c'est la perception qui va faire des choses plus intelligentes que la nôtre. Schématiquement, nous, quand on a cessé de percevoir, on parle. On passe tout de suite au langage puis on raisonne verbalement, même si on s'appuie sur le non-verbal. Les autistes vont rester dans le non-verbal plus longtemps que des non-autistes. Et ça, c'est l'équivalent pour les Asperger. Ça, c'est le surfonctionnement dans les aires langagières quand ils entendent des sons. Ce que ça signifie, c'est que les Asperger ont un équivalent dans le domaine du langage de ce que les autistes ont dans le domaine de la perception visuelle. Okay. Mais en même temps, ça vous montre à quel point un Asperger et un autiste, c'est différent. Parce que leur groupe de comparaison, c'est des autistes. Donc c'est les zones où les Asperger activent plus les aires de langage que des autistes et que des contrôleurs. Et puis, juste pour finir, oui, cette dernière étude-là, qui est toute fraîche, elle a été publiée là, il y a une quinzaine de jours, c'est que pour asseoir des modèles dans lesquels on pense que les autistes, c'est cette phrase qui a été reprise par spécialistes, que les autistes sont des spécialistes de quelque chose, l'idée c'est qu'il y a une loi générale dans l'autisme qui est que la façon dont notre cerveau va décider que telle zone est dédiée à tel ou tel type d'information. Parce que la spécialisation corticale, c'est quelque chose qui est très contraint génétiquement. Il y a des trucs qu'on est obligé de faire à gauche, d'autres à droite, des trucs qu'on est obligé de faire à tel ou tel endroit. Et chez les non-autistes, c'est très étroitement contraint par la génétique. Vous êtes les zones qui vont, mettons, traiter le langage sont tellement prédictibles, en dehors du fait que vous pouvez être gaucher ou droitier, que si vous avez un accident vasculaire cérébral, on va pouvoir dire, même sans vous avoir vu, on va dire quelles sont selon le territoire concerné, quelles sont les zones, les fonctions que vous allez perdre.
Eh bien, chez les autistes, on a fait le pari, avec des modèles qui sont, ce qu'on travaille dans le groupe en ce moment, des modèles d'hyperplasticité, que cette règle-là, elle est beaucoup moins stricte chez eux que chez nous, et que les autistes peuvent en fait, ont beaucoup plus de liberté que nous pour utiliser un bout de cervelle qui est normalement dédié à quelque chose pour faire autre chose. Et on vient de le démontrer, on est très très content de ça, et on l'a démontré non seulement au niveau perceptif, mais au niveau moteur, c'est une voie générale. Alors juste l'explication de l'image. Donc les autistes font une tâche, ils doivent imiter avec leurs mains sans regarder une forme, pendant qu'ils sont dans le scanner, et puis on va regarder et on calcule la différence entre les aires d'activation motrice entre des contrôles et des non-autistes, et on fait des moyens de mathématiser ça, on regarde la distance au centre des extrêmes représentés par chaque sujet, et ça c'est ce qu'on appelle les aires motrices associatives. Ce sont déjà les aires qui ont le plus de liberté d'allocation chez les neurotypiques. Et bien chez les autistes, vous avez même la motricité peut se faire avec des zones de cerveau finalement beaucoup plus larges que les autres. Et vous savez que la motricité, il y a vraiment des particularités. Je regardais M. Shor tout à l'heure, qui a un niveau verbal extrême, et vous avez vu qu'en fait, il avait des particularités motrices. Il avait une sorte de balancement qui est très spécifique quand on a l'habitude. Michel a le même quand elle parle. Donc il y a vraiment des particularités motrices. Et on peut objectiver en tout cas des particularités du cerveau moteur. Mais quand vous regardez avec le cerveau visuel, c'est une tâche visuomotrice, eh bien, vous avez la même chose. Là, vous voyez que en bleu ici, que chaque tâche ici, c'est représenté en fait par un seul sujet. Donc celui-là, il va activer cette partie-là du cerveau quand il regarde une main bouger, mais il va être le seul à le faire. Alors là, on arrive à des choses qui sont vraiment importantes au niveau neurobiologique. Ça signifie que la contrainte génétique à l'allocation d'une certaine fonction est moindre chez les autistes que chez nous. Ce que ça vient à dire, en termes très pratiques pour la réadaptation, c'est que ce qu'ils vont rencontrer comme matériel est probablement plus important encore que pour nous, pour le fait qu'ils vont spécialiser des régions. Donc le risque d'appauvrissement, la fameuse plasticité dont on parle tout le temps, et qui a souvent servi beaucoup de justification à l'intervention très très précoce, moi j'ai tendance à pousser ça un peu de l'autre côté. C'est pas la précocité qui compte, c'est qu'ils aient accès à un matériel qu'ils puissent traiter. Si vous les emmerdez avec des stimuli sociaux et à faire regarder dans les yeux à 2 ans, et puis que, pour telle ou telle raison, leur cerveau ne traite pas ça, ou que vous essayez de leur faire avoir du langage oral très très tôt, alors qu'ils vont le récupérer à 4 ans, plutôt que de nourrir le visuel à fond pendant 2 ans, ça ne va peut-être pas se produire, ça. En tout cas, c'est là où on en est au niveau de l'adaptation. Alors, en conclusion de la présentation, l'individualisation, qui me semble avoir été bien mis en valeur par la présentation de Giant Step, aussi bien que par celle de M. Shor, s'il vous plaît, on a fini avec les méthodes. Hein, je crois que M. Pereira disait ce matin à quel point ils avaient rencontré des gens qui étaient tous fous de leurs méthodes, etc., qu'on arrête avec les méthodes. Il n'y a pas de méthode, ça n'existe pas, il n'y a pas de package, c'est une arnaque les packages. Vous avez, par autiste, un cheminement à vue à faire en fonction de ses capacités. Vous avez des principes généraux, évidemment, mais de là à avoir le one fit all dont parlait M. Shor, ça ne fonctionne pas. Le truc qui est le plus admirable dans ce qui va vous être présenté cet après-midi, c'est à quel point cette dame a individualisé de façon extrême, écoutant absolument pas ce qu'il y avait autour d'elle, en disant « mon gamin sait faire ça, je me moque qu'il soit en avance de 10 ans au niveau chronologique, on va faire ça. » Bon. Si c'est la musique, ce sera la musique. Mais l'obsession de l'espèce de shortcut, il faut tout de suite que ce soit utile socialement, est probablement un mauvais plan. Est-ce qu'on se demande avec un enfant typique si quand on lui fait des Lego, si ça va faire un ingénieur ou non? Probablement pas. On se dit, ça fait marcher son intelligence. On peut avoir le même raisonnement avec un autiste. Quand il fait marcher son intelligence, il a le temps après de pouvoir déplacer ça un peu sur autre chose. Je vais m'arrêter là. C'est tout. Est-ce qu'il y aurait des questions?
Alors oui, oui, le Raven est quelque chose qui peut se faire dès l'âge de 4-5 ans. Vous aviez avant quelque chose qui était utilisé, qui était le later, mais qui est lui beaucoup trop perceptif et qui ne contient pas assez de problem solving. Mais surtout, là, vous demandez standardiser, c'est un mot important. Ce qu'on recommande, c'est de donner beaucoup de valeur à l'observation par les parents et en situation semi-standardisée des orientations spontanées de l'enfant vers du matériel complexe. Et je pense que l'iPad devrait faire partie des outils d'évaluation. Un iPad avec le plus de choses possibles dedans, ou un recueil de l'information par les parents, qu'est-ce qu'il est capable de faire. On a de temps en temps des scènes qui sont vraiment magnifiques, où au moment où on fait signer des autorisations d'évaluation des parents, juste les parents, pour avoir la paix 30 secondes, ils vont donner leur téléphone, et puis on voit l'enfant avec des phénotypes autistiques à 300%, etc., 2 ans et demi, vous dites, oui, il est non-verbal, il ne comprend rien, il ne s'intéresse pas à moi, etc. Vous voyez l'enfant qui carbure comme ça, c'est totalement magique. On leur dit, alors on arrête de faire signer les évaluations, mais regardez. Mais bon, la plupart du temps, c'est les parents eux-mêmes qui nous le disent. Mais souvent, et là je crois qu'il y a beaucoup de progrès à faire, les parents ils sous-évaluent, ils disent ça, mais ils en ont peur. Ils disent, ça veut dire qu'il va faire que ça, comment je pourrais faire pour que ce soit utile tout de suite. Il me semble que ce qui est vraiment d'actualité, c'est de déplacer ces questions-là. Alors, donc, réponse longue, hein, il faut des outils standardisés, mais avant 5 ans où il n'y en a pas, c'est Isabelle Soulière qui est en train de les faire, Valérie Conchaine, il y a des tâches de visual search, de figures cachées. Si vous pouvez nous joindre quand vous dites c'est en cours d'expérimentation, mais j'avais les données déjà ici, le papier est déjà soumis, avec des tâches de détection de forme avec des masques, on arrive à montrer que 55% de la population, c'était sur près de 30 sujets, 55% d'une population de l'école de Montréal, qui est la dernière école avant l'autoroute, les enfants les plus difficiles, avec le plus de problèmes de comportement, autistes, sont au-delà du QI de 70. Donc la fausse déficience dans l'autisme, c'est vraiment pas rien. Ouais. J'ai eu la maman d'un garçon de 12 ans, autiste, et comme vous disiez, le iPad, là, ça a été un godsend. C'est vraiment, il n'était pas capable de s'occuper à rien, mais depuis qu'on a l'iPad, il se concentre, il est super intéressé au iPad. La question que j'avais, c'est par rapport à, avez-vous des suggestions comme, pour les parents d'applications qui pourraient travailler la force, justement, la logique non verbale ou, Je suis content que vous posiez cette question-là parce que c'est vraiment là qu'on en est. L'autism business, c'est vraiment quelque chose. Hein. Partout où il y a moyen de faire des sous, les gens se précipitent là-dedans. Dès que les gens ont remarqué qu'il se passait quelque chose avec l'iPad, les gens ont lancé des applications pour autistes. Je vais peut-être vous décevoir, mais j'y crois pas une miette aux applications pour autistes. Les autistes, ils se servent des iPads comme ils sont. L'important, c'est qu'il y en ait le plus possible. Le plus possible. Alors c'est sûr que si ça a une tonalité éducative versus une tonalité ludique, c'est pas très important. C'est imaginer que vous ayez un sourd qui découvre le langage gestuel. Vous n'allez pas dire, on va juste parler d'une seule chose. S'il découvre le langage gestuel, vous allez pouvoir parler de n'importe quoi avec le langage gestuel. Avec l'iPad, c'est un peu pareil. Je vous dis, c'est comme un canal très étroit, mais vous pouvez enfourner le maximum de choses là-dedans. Donc ce que je suggère, c'est justement pas des applications spéciales, c'est toutes sortes d'applications. Le plus possible. Hein? Quand la question que posait madame d'un autiste, mettons, d'une trentaine d'années qui est dans les jeux vidéo et qui ne peut pas faire autre chose, ça, je trouve que il faudrait qu'on mette un peu les deux en perspective. Probablement que ce jeune homme-là, une fois qu'il a découvert ça, parce qu'il a, mettons, une trentaine d'années, il n'a pas cette espèce de sécurité qu'ont les enfants maintenant, qu'ont l'iPad, que finalement, il y a plein de matériaux qui savent traiter au bout du compte. Parce que par rapport à il y a 30 ans, ça n'existait pas ces choses-là il y a 30 ans. Hein? Donc, c'est vrai qu'il y a des problèmes de dépendance chez les adultes. Mais ma question, c'est est-ce que ces adultes-là ont eu l'impression qu'ils avaient un libre accès? De la même manière, les hyperlexiques, pour moi, il faut les emmener dans les bibliothèques. De façon qu'ils aient un nombre infini de bouquins, puis après, ils font leur chemin. Mais surtout, ne pas penser qu'ils vont rester esclaves de ça. Il peut y avoir des problèmes de gestion, mais quand on en est à se demander c'est quoi les principes d'intervention précoce utilisant ces choses-là, il faut vraiment y aller par excès.
Là aussi, c'est vraiment ce que nous dit Michel Dawson, c'est l'idée qu'il faut que l'enfant ait à disposition le plus possible de matériel. Quelque chose aussi qu'on recommande beaucoup, nous, c'est pour les enfants qui ont, pour telle raison, pas d'intérêt pour les iPads, c'est les tableaux aimantés avec des lettres, mais avec beaucoup de lettres de la même sorte, de façon que l'enfant puisse faire des catégorisations, des sériations, des choses comme ça, mais en le laissant faire. Et aussi, dans le même sens, dans le même ordre d'idée, une recommandation qu'on en est en train de faire, c'est comme la question que demandent toujours les parents, qui est au bout de la vôtre, c'est comment est-ce qu'on peut montrer à un enfant à servir d'une application, puisque justement il vous écarte. Et de plus en plus, on en arrive à une recommandation, elle n'est pas encore testée, on n'est pas quantifiée, c'est faire à côté d'eux. Donc c'est le contraire de l'attention conjointe. C'est le contraire d'essayer que l'enfant regarde à la même chose. C'est on se met à côté de lui et puis on la fait fonctionner. L'emmerdant, c'est que ça oblige les parents à savoir s'en servir. Mais on n'essaie pas, on prend pour acquis que les autistes ont leur saccade périphérique, ils vont attraper de l'information à toute vitesse, et puis qu'en fait, ils vont paraître ne pas s'intéresser, mais que 3 jours après, on les voit finalement utiliser ce type d'information. Vous voyez? Oui. Donc, en fait, par rapport à ce que vous dites sur l'intervention précoce, qu'est-ce que vous pensez d'un modèle comme le Early Start Alors, le Early Start, pour les gens qui ne connaissent pas ça, parce que peut-être tout le monde connaît ça, c'est qu'est-ce que je pense du Danvers, le modèle Danvers. Le modèle Danvers, c'est un modèle un peu entre deux âges, parce qu'il s'est construit contre le modèle ABA. Il s'est construit en réintroduisant, disons, le plaisir dans les interactions. Ils disent leur grande publicité, c'est le fun. Et effectivement, les gens ont l'air de bien s'amuser à faire ça, mais en même temps, il a les mêmes principes théoriques à peu près que le modèle ABA. Il est un petit peu entre les deux. Alors, sur ce point-là, je pense que vous vous doutez ce que j'en pense. Je pense que c'est s'adresser, c'est se focuser entièrement sur un domaine où l'enfant autiste n'est pas bon, naturellement, et pour des choses qui vont peut-être se récupérer pour une part d'entre elles spontanément. Comme l'exemple du regard, nous, quel que soit ce qu'ont reçu les autistes, nous on voit à peu près plus d'évitement du regard après 7-8 ans. Le regard se récupère même sans réadaptation. Ça vraiment, pour moi, ça me paraît frappant. L'autre problème, c'est l'argent. C'est que le modèle Danvers, il est entièrement protocolisé. Vous passez à peu près, les gens qui font ça passent la moitié du temps à faire les protocoles et puis à les corriger, etc. Le prix est juste impraticable. Je n'imagine pas un gouvernement, on voit déjà ce que coûte l'ABA, quel succès. Le Danvers pour tout le monde, il n'y a plus rien d'autre. Alors il n'y a plus d'adultes, il n'y a plus rien. Le prix est exemplaire. Ce qui ne veut pas dire que les enfants ne sont pas heureux et qu'il n'y a pas une bonne moitié de cette affaire-là qui fonctionne bien. La partie justement sur l'attention conjointe, c'est fait avec beaucoup d'adresses par des gens qui connaissent ça très bien. Donc j'ai ces bémols-là, si vous voulez. Mais je trouve que c'est déjà un progrès tellement considérable par rapport à la BA. J'avais la question à propos de iPad. Mon fils, il va avoir 3 ans. Il joue souvent avec son iPad. On a mis plein d'apps là-dessus. Il va écouter de la musique, il va jouer de la musique, des puzzles, plein de choses. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a un temps durant la journée? Parce qu'il va avoir ça, mais je sens souvent comme guilty, parce que c'est quoi? C'est 2 heures, 3 heures? Non, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là, mais dans le sens que, comme l'a dit M. Schor aussi, les autistes font généralement les choses plus longtemps que les non-autistes. Un enfant typique, c'est quasiment éthologique, va passer d'une activité à l'autre tous les temps de secondes. C'est pareil pour tous les enfants du monde, il ne va pas rester longtemps sur la même chose. L'enfant autiste va rester beaucoup plus longtemps sur la même chose. Bon, ceci dit, si on prend au sérieux l'idée que les crises de colère quand on retire un objet sont pour une bonne partie liées au fait que l'enfant autiste n'a aucune espèce d'idée de s'il va leur trouver cet objet-là, les bons vieux emplois du temps, il y a un temps pour l'objet, indiquent que l'enfant va le retrouver, l'objet. Donc, il va parler comme n'importe quel enfant quand on leur tire de la piscine, donc, bon, mais ça ne va pas durer bien longtemps. Donc, il n'y a pas de temps étalon. Malgré ça, c'est certainement plus qu'un autre enfant, parce qu'il va faire essentiellement ça. Il ne va pas faire de jeu de ruelle. Et en même temps,
ça, pour le coup, ça socialise l'enfant dans le sens noble du terme, de savoir que cette activité a un début et une fin. Mais en même temps, si vous faites de l'iPad, faites de l'iPad à côté de lui aussi. Parce qu'on en est de plus en plus à penser que la socialisation, on la gagne latéralement dans l'autisme. Donc si on se focus sur elle, on se focus sur des marqueurs de socialisation. Regarder dans les yeux, ça ne veut pas dire qu'on est sincère. On a un certain nombre d'années, nous, à l'apprendre, mais ça n'amène pas grand-chose, des marqueurs de socialisation. Moi, j'ai dit ça 100 fois, j'hésite à le redire, mais dans les écoles, un enfant autiste qui a récupéré le regard et qui regarde les yeux, dans les yeux, a plus de problèmes sociaux qu'un enfant autiste qui regarde par terre et qui est jugé timide. Parce que c'est finalement mieux accepté. Donc, est-ce que ça vaut le coup de passer un an à faire acquérir le regard, sachant que les autistes attrapent l'information. Leur façon à eux de faire de l'attention conjointe, c'est de regarder ailleurs, puis une fraction de seconde, de regarder sur